Et si on parlait de sport? Une émission produite et réalisée par l'association Et si on parlait de sport et animée par Laurent Garnier. Bienvenue dans la 161e émission de Et si on parlait de sport. Coup d'envoi de votre rendez-vous 100% sport, 100% passion. Une émission rythmée par l'énergie du terrain, l'émotion, les compétitions et les histoires de celles et ceux qui font vivre le sport au quotidien. Un grand merci à nos partenaires Semper Connect, LG Consultant et l'agence Belle Ombra qui jouent le jeu avec nous. Et bien sûr, coup de projecteur sur toute la team Et si on parlait de sport, animateurs, chroniqueurs, consultants et passionnés, réunis autour d'une même envie, vous faire vivre le sport autrement, avec intensité et authenticité. Alors préparez-vous, montez le volume et entrez dans le match. C'est parti pour une nouvelle émission de Et si on parlait de sport. Le tour est lancé, le spectacle est déjà au rendez-vous en première mi-temps. Stéphane Rollo nous fait vivre les coulisses du Tour de France 2026, décrypte le parcours, les enjeux et les premières batailles qui animent déjà la grande boucle. Une immersion passionnante au cœur de la plus mythique des courses cyclistes. Et en deuxième mi-temps, cap sur les barres de Strict Workout avec Agustin Yepses et Charlie Abdouche. Découvrez les coulisses d'un sport en plein essor qui mêle force, technique, créativité et dépassement de soi. Ils nous présenteront également International Strength Night 2026 et un événement international spectaculaire qui réunira à Toulouse les meilleurs athlètes mondiaux. Une immersion au cœur d'une discipline aussi impressionnante qu'inspirante. Installez-vous confortablement et embarquez avec nous pour une émission riche en émotions et en adrénaline. Et tout de suite, place à la première mi-temps avec Stéphane Rollo. Et si on parlait de sport ? Première mi-temps. Et si on parlait de sport, bien sûr, retour sur ce plateau, le mois de juillet rime évidemment avec le grand rendez-vous cycliste de la planète, le Tour de France. Dans cette première mi-temps, nous allons donc aborder ce Tour de France pendant 3 semaines. Des millions de spectateurs et de passionnés font vibrer au rythme des échappées, des sprints, des cols et de mythiques et des exploits les meilleurs coureurs du monde. Cette 113e émission s'annonce déjà exceptionnelle. Pour la 3e fois de son histoire, le Tour s'élance depuis l'Espagne avec un grand départ organisé à Barcelone, ville olympique, capitale du sport et véritable écrin pour le cyclisme. Pour nous accompagner tout au long de cette émission, j'ai le plaisir de recevoir un amoureux de la petite reine, un passionné du Tour de France qui suit la Brandgouv depuis de nombreuses années. Bonjour Stéphane et merci d'être avec nous. Et bonjour Laurent et merci beaucoup pour cette invitation, cette nouvelle invitation. Alors, n'oublions pas que Stéphane, c'est quand même un passionné de cyclisme, mais c'est aussi un cycliste qui a été, je ne m'abuse, 2 fois champion de France sur piste dans les années 90. C'est ça, Stéphane ? C'est ça, tout à fait. En 1991 et 1994, champion de France de tandem sur piste. Voilà, donc j'ai toujours... je suis né dans une famille de cyclistes, donc... Ah oui, il y a un papa célèbre déjà. Voilà, Roland, effectivement, et tout le monde faisait du vélo, donc... naturellement, j'ai poursuivi dans cette discipline pour arriver à l'INSEP aussi, et être en équipe de France. Et j'avais été également présélectionné à Barcelone, 92, Barcelone, on va faire le lien. Et voilà, Barcelone. Et en tout cas, on est très content de t'avoir. On sait qu'on a un spécialiste pour répondre un petit peu à cette chronique qu'on a voulu pédagogique, c'est-à-dire expliquer un peu ce qui s'est passé. On va te demander d'où vient cette passion pour le vélo et le Tour de France de ton côté, Stéphane. Eh bien, quand j'étais plus jeune, avec toute la famille, nous allions passer voir le Tour de France régulièrement dans les Pyrénées, où il y avait des étapes mythiques avec ces cols. Et j'ai perpétué la tradition, en allant même jusqu'à pousser mon ami coureur cycliste qui était professionnel. On a couru ensemble quand on était amateur. Et c'était Laurent Roux, dans la 16e étape du Tour de France. En 96, il y a 30 ans de ça déjà, en haut d'Otakam, il avait fait une échappée de 160 km. Et cette année-là, c'est Biandris qui a remporté le général. Voilà. Donc, je l'avais poussé, et il m'avait dit plus tard, je suis allé trop vite dans le virage, j'étais obligé de freiner. Ça n'a pas empêché qu'il n'ait pas réussi à gagner quand même. Et puis on a continué chaque année à aller visiter le Tour, à aller regarder cette épreuve fabuleuse. Alors il y a le Giro, la Vuelta ou encore les championnats du monde qui sont eux aussi des grandes compétitions. Pourtant le Tour de France conserve une place à part. Pourquoi selon toi ?
Alors le Tour de France, il gardera toujours une place à part, puisque il y a une histoire là-dessus sur le Tour de France avec les forces à la route. À l'époque, au tout début du Tour de France, il y avait des tours qui faisaient plus de 5500 km de distance, avec des étapes à 480. C'est un vrai Tour de France. Ah ouais, c'est un truc de fou, avec des routes en gravier, des vélos qui faisaient 25 kilos. Voilà. Et les coureurs avaient ce qu'on appelle leur chambre à air sur le dos. Ouais, ils avaient les boyaux sur le dos. Il fallait qu'ils changent leur roue. Pour les braquer, il fallait qu'ils tournent la roue. Il fallait qu'ils réparent le vélo tout seul. Ce qui est arrivé à Eugène Christophe. Et, ça lui est arrivé par 2 fois, en 1913 et en 1919. Il a cassé 2 fois sa fourche dans la descente du Tourmalet, comme quoi le Tourmalet, il est présent. Il est présent. Et donc il a réussi quand même à terminer 3e de cette épreuve. Et c'était le Belge Firmin Lambeau à l'époque qui avait remporté l'épreuve de 5560 km. Il y avait 15 étapes. Ils ont fini qu'à 11 coureurs. Et la moyenne était de 24 km/h, alors qu'aujourd'hui, on est pratiquement au double, quoi. Et donc cet événement-là qui est en même temps devenu aussi un événement pour le public extraordinaire, puisqu'on voit bien que depuis toutes ces années, le public répond présent. Alors cette année, tu viens de le dire, départ de Barcelone, le Tour débute donc. Pourquoi ce choix est-il si symbolique ? Alors Barcelone, oui, ça reste une ville magnifique d'Espagne où effectivement il y a eu les Jeux Olympiques. On avait déjà eu auparavant des départs en Espagne, notamment à Saint-Sébastien. En 92, justement, je pense qu'il y avait un rapport peut-être avec les Jeux Olympiques aussi. Oui, parce que effectivement, les Jeux Olympiques à Barcelone, et puis il y a eu le fameux club de football aussi qui est là-bas est important, faut pas l'oublier. On est en période de Coupe du Monde, faut pas oublier le Barça. Tous les Espagnols sont derrière leur petit écran pour suivre le foot et regarder le Tour de France. Tout à fait. Alors ils sont partis aussi de Bilbao en 2023 pour mémoire, pour ceux qui veulent le savoir. Alors pendant 3 jours, donc la Catalogne a vécu au rythme du Tour de France. Il y a eu, alors on va en reparler tout de suite, on va rentrer dans ce départ parce que le Tour est resté 3 jours sur cette Catalogne avec notamment la première étape qui était un contre-la-montre par équipe, qui est un exercice assez particulier dont on n'a forcément pas l'habitude. Qu'est-ce que tu en penses toi de ce contre-la-montre au démarrage ? Alors, contre-la-montre par équipe, effectivement, pour une épreuve individuelle, c'est un peu atypique, complètement atypique, parce qu'on voit quand même une épreuve qui est très rapide, puisqu'elle a été courte, 20 km de contre-la-montre, quand on est une équipe de 9 coureurs, ça fait des moyennes à 60 à l'heure, quoi. Tu peux expliquer comment ça marche, comment ça se passe exactement ce contre-la-montre pour le public qui ne connaît pas forcément cette règle, ce nouveau système? Contre-la-montre, la règle sur le Tour de France, elle a été que en fait, le temps était pris sur le premier. Et auparavant, sur les chronos, il fallait qu'il y ait, par exemple, quand il y avait les 5 km contre-la-montre, qui était une épreuve olympique et une épreuve mondiale pour qui décernait un titre, ça se faisait sur 100 km avec 4 coureurs. Et il fallait que 3 finissent minimum pour valider le chrono. Aujourd'hui, sur le Tour de France, c'est le premier, celui qui va le plus vite, même si les autres ils sont à 100 ou 200 mètres, ils ne seront pas pénalisés, ils auront le même temps. Après, pour ma part, je trouve que c'est quand même très court, mais le fait que ce soit très court, ça va être rapide, ça va creuser des écarts directement avec tous les leaders. Donc, c'est un peu, pour une course individuelle, ça peut fausser un petit peu les débats, puisqu'on sait très bien qu'un Tour de France, individuellement, il y a un leader, mais il faut que pour gagner, il y ait une équipe. Et si l'équipe, déjà, marque un grand coup en prenant du temps dès le départ, ça va être compliqué pour les autres. Et on le voit déjà sur le résultat, puisqu'on se retrouve avec deux par deux, puisqu'il y a des équipes où ils ont des coureurs déjà bien placés, qui finalement, le résultat du premier a bien aidé les équipiers derrière, quoi. Exactement, on le voit avec le maillot du meilleur jaune, hein, donc Pogačar a fait gagner son équipier, hein, dans une étape, il lui a offert l'étape, hein. Donc ça montre bien qu'ils sont forts. Ils ont une très très grosse équipe et on voit Vingegaard et son équipe derrière qui vont faire le forcing pour justement éviter de perdre du temps. Et voilà, donc je pense que ça
ça a un peu faussé les cartes, quoi. Alors, on va revenir sur ce départ qui a été donné d'Espagne. Le pays est aussi inscrit quelques plus belles pages de l'histoire de Tour de France. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu sur ces belles pages de ce Tour d'Espagne Tour en Espagne, pardon. Le Tour en Espagne, le Tour d'Espagne, il y a des gros coureurs, notamment le plus grand coureur, c'était qui a gagné 5 Tours de France d'affilée. Avec les grands champions. Voilà, ouais, Miguel Indurain. Qui était un très très bon leader pour Pedro Delgado aussi, qui a gagné le Tour de France. Et il était bien épaulé par un super équipier. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut que l'équipe elle soit très homogène. Et en général, celui qui gagne, il a toujours un ou deux équipiers qui arrivent à le suivre et qui sont quasiment aussi forts que lui, même voire plus forts. On l'a vu aussi avec Lemon quand Hinault il laisse gagner Greg Lemon. Voilà, pour revenir au coureur espagnol, il y a bien évidemment Alberto Contador qui a été un grand vainqueur en 2007 et 2009. C'était un coureur très fort en montagne, un gabarit complètement différent de Miguel Indurain. Miguel Indurain, il arrivait à suivre dans l'école et il gagnait tous ses chronos et il était très fort, très grand rouleur puisque c'était deux gabarits complètement différents. Miguel Indurain qui fait 1m88, qui faisait 80 kg et un Contador qui fait 1m80 et un peu plus léger, donc c'est deux gabarits différents. 5 Tours de France quand même, Miguel Indurain, de 91 à 95. C'est important, ils sont peu à avoir fait 5 tours. Chez nous, on a bien sûr Bernard Hinault, mais Indurain fait partie de ceux qui ont gagné 5 tours aussi. C'est ça, exactement. Et puis après, il y a les gros coureurs. Un ami à mon père aussi, c'est Luis Cognac, qui a gagné le Tour de France aussi en 73, et qui a chuté, qui aurait pu le gagner une autre fois, mais qui a eu une grosse chute, justement dans les Pyrénées. Voilà, on y reviendra plus tard, je pense, par rapport aux différentes difficultés du Tour. Mais après, il y a Don Pedro Delgado, on l'a cité. Il y a Federico Bahamontes, qui est un très grand... Pas l'oublier, Federico qui est quand même un personnage espagnol, vainqueur du Tour en 1959. C'est ça, l'aigle de Tolède, un grand grimpeur. Voilà. Un immense roi de la montagne, effectivement. Pereiro aussi, qui a gagné Oscar en 2006, un fabuleux coureur. Et puis là, on le voit aussi, devant, il y a encore... un jeune espagnol qui est dans les leaders, on le voit devant, Juan Ayuso, voilà, Lidl Trek. Oui, il est là en ce moment à l'occasion de la première semaine, on y revient tout à l'heure. Lequel de ces champions t'a le plus marqué ? Celui qui m'a le plus marqué, c'est Indurain, moi ça sera Miguel Indurain, puisque ça fait partie de ma génération, et c'était à cette époque-là que je courais, j'étais coureur cycliste, donc par son tempérament, par sa façon de courir, et par sa classe j'allais dire aussi naturelle aussi, ouais. Et puis il a fait le record de l'heure aussi, donc c'est un coureur complet, quoi. Alors on va parler un petit peu du parcours, qui est un parcours très complet. Chaque année, le parcours fait beaucoup parler, on le voit lorsqu'il y a la présentation à la presse. Les grimpeurs espèrent une montagne exigeante, les sprinteurs recherchent leur opportunité et les rouleurs les contre-la-montre. Comment tu définirais, toi, le parcours du Tour de France 2026 cette année ? Le parcours aujourd'hui, il est très dur parce qu'il commence très fort. Les épreuves sont relativement courtes en fait. Si on regarde par rapport au temps qu'ils passent sur le vélo, ils sont en moyenne à 4 heures de vélo, quoi. Donc les étapes qui sont courtes font 150, 180 km. La plus grande a fait 200 km, un peu plus de 200 km. Mais elles sont très accidentées. Donc ça a causé des dégâts d'entrée. Comme c'est une course nerveuse, il y a eu beaucoup de chutes, et c'est ça qui est un peu regrettable aussi. Si au début il y avait des étapes un petit peu plus longues, je pense qu'il se mettrait en jambes et il serait moins excité que ça dès le départ. Et pourtant, on dit qu'il y en a eu moins que l'année dernière sur la première semaine, justement. Ce qui est constaté. Peut-être, oui, mais enfin, moi, les étapes que j'ai vues à la télé, quand je vois qu'il y a 60 mecs qui tombent tous. Ah oui, ça fait un peu bowling. c'est au nombre de chutes. Enfin, il y a une chute tous les jours, quoi. Donc, en fait, le total, la quantité, c'est surtout la gravité, quoi. Il y a beaucoup d'écueils quand même quand on tombe. Même si on croit qu'on ne s'est pas fait mal, on peut avoir quand même des effets néfastes par la suite. Alors les étapes, on va le rappeler, il y en aura 21, 7 étapes de plaine, 4 étapes accidentées, on va dire.
8 étapes de montagne avec 5 arrivées en altitude, la Gavarnie-Zèdre au plateau de Salaison, à Ossières-Merliette et à Alpe d'Huez 2 fois, et une étape contre la montre par équipe et une étape contre la montre en individuel et 2 journées de repos. Voilà, c'est ce que les organisateurs ont dit. Ce tour récompense vraiment le coureur le plus complet. C'est l'analyse qu'avait faite à l'époque Christian Prudhomme. On rentre dans les grands massifs qui vont être traversés. C'est le Tour de France, bien sûr, c'est une formidable vitrine de notre patrimoine naturel. Quels sont ces grands massifs qu'on va traverser cette année, Stéphane? Tu peux nous les reciter? Alors oui, effectivement, il y a le massif central, les Jura, les Alpes et les Pyrénées. Effectivement, pour avoir écouté Poulidor dans des interviews, ce qu'il disait, on lui avait fait une interview quand il montait le Tourmalet, justement, à l'endroit où sont passés les coureurs cette année, sous le pont, là, de mémoire. Et il disait que, en fait, le Tour de France, j'ai fait tous les Tours de France avec son accent, il disait ça, et que il trouvait le Tourmalet le plus dur, il trouvait que les Pyrénées, c'était encore plus dur que les Alpes. Les Alpes, c'est la grande montagne, des grandes routes, ça monte bien, alors que les Pyrénées, il y a toujours un piège. Et là où ils sont passés sous ces porches, là, par le côté ils ont monté cette année, c'est vraiment le côté le plus dur. Et c'est ce que confirment la plupart des coureurs aussi. Alors on va, puisqu'on est dans la montagne, quels sont les sommets mythiques dont on parle? Là, tu viens de le citer déjà, il y a le col du Tourmalet, qui est un des monuments du cyclisme, mais il y a d'autres cols aussi qui sont importants. Oui, il y a le col d'Aspin, le Peyre-Sourde. Tout ça, c'est dans nos... Bien évidemment, c'est chez nous. Après, il y a le Montpellier, le Mont Ventoux, voilà. Donc, le géant de Provence, voilà, c'est ça. Avec son paysage lunaire, avec ses montées interminables. Et quand il y a du gros vent, il en devient très, très, très dur et très exigeant. Le col de Loze aussi, qui est devenu en quelques années l'une des ascensions les plus difficiles d'Europe. Il y a surtout qu'il y a plusieurs arrivées cette année en altitude et ça va être compliqué. Selon toi, quelle sera l'étape reine? Alors l'étape reine, ça peut être l'étape la plus décisive. Je pense que ce que nous allons avoir dans les Alpes va accentuer le résultat actuel. À savoir que Pogačar, il est très très fort, il a une grosse équipe qui va le mener dans les meilleures conditions au pied des cols. Ils vont pas laisser sortir quiconque, et il se retrouvera, soit il gérera, soit il gagnera une ou deux épreuves. Je pense qu'il va gagner une ou deux épreuves de plus et il marquera vraiment de son empreinte le Tour de France une nouvelle fois. Mais on n'est pas à l'abri de coureurs qui seront mieux la deuxième semaine. Certains mettent un peu plus de temps pour se mettre en route et je pense à cela au jeune Paul Sextas. Même on en parle dans quelques ans. Je pense qu'il a d'énormes qualités. On en parle tout à l'heure. Je voudrais juste que toi qui es un spécialiste, pour réexpliquer aux gens les différents maillots qu'on a sur le Tour, est-ce que tu peux rappeler en quelques mots les significations? Parce qu'on a 4 maillots principaux. C'est intéressant de réexpliquer un petit peu pour le public. Alors le principal, bien évidemment, c'est le maillot jaune qui récompense le leader de l'épreuve. Et celui qui l'aura aux Champs-Élysées, c'est celui qui aurait gagné l'épreuve magnifique du Tour de France. Alors, on demande souvent, moi je vais jouer le candide, mais on demande souvent, je dis, le maillot jaune, mais comment on a le maillot jaune? Parce que des fois, tu peux être maillot jaune sans avoir gagné une étape. Exactement, oui, c'est déjà arrivé. Alors, comment ça marche? Comment on est maillot jaune? On est maillot jaune parce qu'on doit perdre le moins de temps possible par étape. Ce qui fait que quand on gagne une étape, si c'est le premier jour, bien évidemment, on a tous les maillots. On a le maillot jaune, on a le maillot du meilleur sprinter, celui qui se gagne après par la suite par des points intermédiaires sur le parcours et à la fin aux arrivées des étapes. Le maillot vert, donc celui-ci. Le maillot vert, exactement, que Laurent Jalabert a gagné plusieurs fois. Et le maillot à pois, qu'il a gagné aussi également plusieurs fois. Le maillot à pois, c'est donc celui qui passe au col. Le meilleur grimpeur. Souvent, le premier qui arrive au col. Alors c'est pour ça que il peut avoir marqué des points, mais ne pas gagner l'étape, forcément. Mais il aura peut-être passé le premier ou marqué plus de points au passage. Exactement. Ce qui explique les points. Voilà. Le plus performant dans l'école.
soit en gagnant des épreuves, soit en étant le plus régulier sur les arrivées au sommet, ce qu'a fait à plusieurs reprises Richard Virenque. Voilà. Et ensuite, il y a le maillot du plus combatif. Ouais, Ça, c'est un maillot qui est arrivé un petit peu plus tard, mais il y avait le maillot du meilleur jeune. ça, c'est un jury qui juge dans la journée. Voilà. C'est un petit peu ça, oui. Voilà, pour récompenser un peu ceux qui attaquent et ceux qui mettent un peu le feu aux poudres et de l'animation sur le parcours pour pas que tout le monde s'ennuie, quoi. Ouais, Ça. c'est ça. Il faut que ça soit animé. Voilà. Et je rappelle aussi à nos auditeurs qu'il y avait à l'époque la cuillère de bois. Il y avait le dernier coureur était récompensé. Il y a un côté rugby dans ce que tu dis là. Ouais, un petit peu peut-être. Ouais, c'est le sport qui est lié à tout ça. On reconnaît aussi les mérites des premiers et aussi de ceux qui font participer les premiers à leur gloire aussi, c'est-à-dire ceux qui sont derniers aussi. Ils sont sportifs également. Il faut y être sur le Tour de France. Il faut déjà y être. C'est déjà voilà. fort. Voilà. Et puis il ne faut pas oublier le maillot blanc, qui est aussi important. Oui, c'est ça, le meilleur jeune. Ouais, tout meilleur à fait. jeune, moins de 26 ans. Hein, aujourd'hui, on en a beaucoup de meilleurs jeunes qui peuvent avoir ce maillot. Alors c'est le même principe de classement, hein, c'est comme le maillot jaune, mais c'est dans la catégorie d'âge, en fonction de placement temps. À l'arrivée du temps. On est d'accord. C'est comme ça qu'on. Voilà. C'est les meilleurs au classement général en fonction de leur catégorie d'âge. Voilà. Et puis il y a un fameux classement par équipe pour terminer, qui est c'est l'addition des points je crois que c'est ça, l'addition des placements de l'équipe. Pareil, c'est le temps de chaque coureur qui est additionné. Alors, je l'ai dit déjà, mais bon, tu nous donnes une explication. Les favoris, alors maintenant, je vais te pousser un peu dans tes retranchements de spécialiste. Qu'est-ce que tu vois comme coureur pour être à la victoire finale? Alors, je t'ai noté les 10 favoris au classement, mais toi, qu'est-ce que tu vois à la victoire finale? Alors, bien évidemment, tu vas me dire, il y en a un qui en ce moment est en tête, mais il a dit une chose intéressante l'autre jour, que tant qu'il n'avait pas passé la ligne d'arrivée, c'était pas gagné, Tadej Pogačar. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Oui, il a raison, tout à fait, parce que même si on est plus fort, effectivement, il peut survenir des embûches. On peut faire une chute, on peut avoir un bris de matériel, on peut avoir un problème de santé, ce qui s'est déjà arrivé. Donc, il est lucide, oui, et puis il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Ça serait dommage que le tour s'arrête maintenant. À ce moment-là, on coupe la télé, on lui donne la médaille et c'est fini. Non, il a tout à fait raison de tenir ses propos. C'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, comme l'ensemble des coureurs et des champions qui sont. Après, il y a Vingegaard derrière qui est très... il est tenace, il lâchera pas du tout. Je pense qu'il y aura des surprises dans les Alpes, ça va être sympa. Et moi, je vois aussi, il y en a derrière qui sont un petit peu en retrait, oui. Carapaz, Pidcock, qui sont un petit peu en retrait. Ils sont peut-être un petit peu moins forts en ce moment. Johansen aussi, il peut faire quelque chose. Il peut être bien. Mais je vois quand même Evenepoel, il est très affûté. Il est arrivé au Tour de France plus affûté que d'habitude. Il est très concentré, il est encore devant. On va avoir de belles étapes animées dans les Alpes et on risque d'avoir quelques surprises, je pense. On voit déjà que ça bouge déjà sur cette première semaine. Alors, quelques chiffres quand même impressionnants, parce que la Tour de France est aussi une incroyable machine. Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres au départ de ce Tour ? Ah oui, c'est le nombre de coureurs, effectivement. Ça change des éditions initiales où il y avait 60 coureurs dans les années 1900. Aujourd'hui, on était monté à 196 coureurs et il y a un peu moins de coureurs, notamment pour des questions de sécurité. Il y a 12 coureurs de moins. On est à 184 coureurs. C'est vrai que ça fait 23 équipes. Le parcours, il est à 3300 km. Donc on a des étapes qui sont, puisqu'il y a 21 jours de course, qui sont quand même assez courtes. Et il y a pratiquement 55 000 mètres de dénivelé positif, qui est quand même énorme. Ça fait à peu près 5 fois l'altitude de l'Everest, donc c'est quand même très très montagneux. Et les moyennes sont pratiquement 44-45 de moyenne tous les jours. Donc
Voilà, donc je pense que hier, quand André Van Der Poel il gagne, c'était tout le monde avait un peu marre et il leur tarde cette étape de repos. Tout le monde était très très fatigué et ils ont eu le nez de pouvoir prendre la bonne échappée. Et comme c'est un athlète exceptionnel, c'est quelqu'un de vraiment formidable et il sait gagner les courses, il a su tout faire pour pouvoir remporter l'épreuve. Et ça, moi, j'ai trouvé ça très, très, très sympa. Alors pourquoi le Tour, qui existe maintenant plus d'un siècle, comment tu expliques qu'il continue à faire rêver autant de générations ? Le Tour, il fait rêver et il fera toujours rêver dès l'instant qu'il y aura des champions qui font rêver. Il faut de l'animation, il faut de l'engouement, il faut du challenge, il faut qu'ils souffrent en fait. Les gens, ils aiment bien voir les gens souffrir, ils aiment bien voir le sportif qui souffre et qui arrive malgré tout, ou celui qui a une petite déconvenue et qui arrive à s'en sortir. Voilà. Bon, après, les temps ont peut-être un petit peu changé de ce qu'il y a au début du XXe siècle, bien évidemment. Mais il y a toujours cet engouement pour gagner cette épreuve mythique. Et on voit quand même qu'au niveau du public, il y a une réponse. Malgré le fait qu'on ait aujourd'hui des télécommunications énormes, le public est présent sur le bord du Tour, même pour voir passer les coureurs en quelques secondes. C'est quand même impressionnant pour avoir eu l'occasion de le vivre de près. C'est des choses qui m'ont vraiment marqué. Les gens viennent, s'installent 2-3 jours avant, ils ont leur camping-car, ils sont sur le bord de la route et ils attendent. C'est la fête, c'est la caravane qui passe aussi, il ne faut pas l'oublier. Et ça attire beaucoup le monde. Et en tout cas, c'est l'une des plus grosses épreuves au monde qui offre un tel spectacle. On va reparler un peu sport, Stéphane, avec cette première semaine qui vient de s'écouler, puisque c'est un peu l'objectif d'aujourd'hui. Quel est le regard que tu portes sur cette première semaine de course avec le départ de Barcelone et puis l'arrivée hier du côté de Bergerac ? Alors la première semaine, elle s'est déroulée à une vitesse folle. Hein. On voit, mais déjà, elle a commencé par un chrono à plus de 60 à l'heure. Et elle a continué après toutes les épreuves à plus de 45 à l'heure avec des écueils, parce qu'il y a eu beaucoup de chutes, on y revient dessus. Il y a quand même un coureur aussi qui est... Il faut que je le nomme, ce super coureur français qui est Paul Sexas. Et il est fabuleux, il est tombé 2 fois. Il a réussi quand même à raccrocher le wagon, à rester devant et à rester lucide. Et ensuite, à l'étape de montagne, il a quand même raccroché les meilleurs. Donc je pense qu'il va nous donner un beau spectacle. Du haut de ses 19 ans, il a une grande classe. C'est indéniable. Et il a beaucoup de maturité également aussi. Il connaît ses limites, il sait où il va aller et il sait comment y aller. Donc ça, c'est formidable. Et cette semaine, donc, oui, avec tout ce qui s'est passé, elle a tenu ses promesses dans le sens où on voit le plus costaud qui est devant. Voilà. Ah oui, quand on voit le résultat, ne serait-ce que sur l'équipe Visma Lease Bike qui a gagné 20 km en 21 minutes 47, ce qui montre quand même que c'est phénoménal. Je précise, ils n'ont pas de moteur, faut qu'on soit très clair. Ouais. Donc ça, c'est impressionnant. Première étape là-dessus. Et on a enchaîné derrière avec Isaac Del Toro, dont tu parlais tout à l'heure, qui est aussi un jeune qui joue dans la catégorie qui lui a gagné l'étape Tarragone-Barcelone, 169 km en 3h40 minutes, ce qui est aussi pas mal comme moyenne. C'est plus de 45 de moyenne. Et lui, il est dans les 3 premiers du Tour de France. Ça veut dire qu'il est dans l'équipe de Tadej Pogacar. Ça veut dire qu'on a 2 costauds déjà qui sont là. Il a l'air d'être très bon en montagne aussi. On retombe sur ce qui s'est passé lundi avec Granollers, les Angles, 196 km. Et là, on retrouve notre Slovène qui reprend la main après avoir fait aussi un peu le spectacle. Oui, il a fait le spectacle. Et puis une étape de montagne qui a plus de 42 km de moyenne aussi. C'est phénoménal, quoi. Ça va très, très, très vite. Pourquoi ? Parce que les étapes sont aussi en montagne sont courtes. Auparavant, les étapes pouvaient faire 40-50 km de plus, donc un col ou 2 de plus. Ça crée d'autres écarts. Mais ça met de la nervosité aussi sur le Tour. Alors, mardi, le 7 juillet, Carcassonne-Foix, 182 km. Et là, c'est un Danois qui gagnait. C'est le premier sprint du Tour de France, réellement.
Et là aussi, ça a bien bataillé jusqu'au dernier moment avec Mats Pedersen. Ouais, un gros sprint au final. Après, les sprints, moi j'ai toujours un peu la hantise avec ces arrivées. Ils roulent toute la journée sur des routes qui sont relativement larges et ensuite ils arrivent dans les villes. Tout est réduit. Il y a les ronds-points, il y a les dodanes. Il faut faire attention, ça vire, ça revire. Quelquefois, il faudrait réviser un petit peu les arrivées pour éviter et privilégier aussi un peu la sécurité des coureurs. Et pourtant, ils ont repensé, parce que si on regarde le Tour de France d'il y a quelques années et aujourd'hui, je ne sais pas si tu as remarqué, mais les barrières de l'arrivée, maintenant, elles sont biseautées. C'est-à-dire qu'au lieu de les avoir droites pour éviter que le public puisse s'avancer trop, à cause d'un accident qu'il y avait eu lors d'un Tour de France où une personne avait pris son appareil photo et s'était penchée et avait attrapé, c'était grave ce qui s'était passé à l'époque, était tombé, donc ils ont changé, tout le matériel a été changé. Ouais. Maintenant, dans les arrivées, c'est spécifique du matériel Tour de France. Ouais, ça c'est très bien et je l'ai remarqué, c'est pas partout, c'est pas à tous les endroits aussi qu'ils ont pas. Mais il y a beaucoup aussi encore des anciennes barrières avec les pieds qui sortent. Il y a eu de grosses chutes. Moi, ce que je me rappelle, c'est la chute, une grosse chute au sprint sur les Champs-Élysées quand. C'est Adou Japarov qui s'est très longtemps, oui, tout à fait. Et c'est Konichev qui avait gagné l'étape. Laurent Jalabert aussi était tombé de la même façon. Stéphane Barth aussi, il avait passé le bras dans une barrière, il s'était cassé le bras. Et Stéphane Barth qui a été champion de France sur route aussi, professionnel. Voilà, donc il y a du danger, et puis le coureur cycliste, le sprinter, il sait qu'il y a du danger, et puis voilà, si on peut les éviter, c'est quand même mieux. On va essayer. Alors, on continue. Donc, si c'est passé, on a dit, on a parlé du jeudi, on parle maintenant du vendredi 10 juillet. C'était la 7e étape avec Ajetmo Bordeaux, et là, un sprint. Et c'est un Belge qui n'avait pas eu l'occasion jusqu'à présent de gagner et qui a été le plus fort sur ce sprint et qui renouvelle le lendemain sur l'étape Périgueux-Bergerac, 180 km. C'est toujours Tim Merlier de Belgique qui a gagné cette 8e étape. Oui, c'est des belles étapes qui passent dans une région magnifique où il y a beaucoup. Ils ont eu très chaud aussi ces derniers jours. Ils auraient peut-être pu partir plus tôt, ça aurait été quelque chose d'un petit peu plus favorable pour les coureurs parce qu'ils ont souffert quand même. Et on le voit aujourd'hui, ils ont l'étape de repos et c'est bien, ils vont pouvoir profiter des bains glacés. Alors, on va, avant de parler de la journée, je voudrais parler de la dernière journée parce que le coureur qui a gagné, il y a un petit clin d'œil quand même parce que c'est Mathieu Van Der Poel, mais il faudra peut-être rappeler au grand public qui est Mathieu Van Der Poel. Mathieu Van Der Poel, c'est le produit d'Adrie Van Der Poel qui était un très très grand coureur cycliste professionnel qui a marqué son histoire, qui a été champion du monde de cyclocross. C'est le petit-fils surtout. Le petit-fils, oui, et sa maman, et c'est la fille de Raymond Poulidor. Et oui. Donc voilà, et son grand-père, donc Raymond Poulidor, qui était très fier que son petit-fils, avant que Raymond Poulidor s'en aille, était venu sur le Tour et avait été très fier de voir sur une arrivée avec une victoire de son fils, de son petit-fils. Fabuleux, il aurait été très heureux aujourd'hui. Ouais. Je pense que Mathieu a pensé fort à son grand-père quand il a gagné l'épreuve dimanche. Alors, on va citer quand même dans cette arrivée, c'est un petit clin d'œil, le Français Alex Baudin qui avait fait aussi une bonne partie de l'échappée avec Mathieu Van Der Poel qui a fini 4e de cette étape. Ouais. C'est bien de le noter. Alors, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ces premières victoires ? Est-ce qu'il y en a une plus particulièrement qui t'a touché, toi, Stéphane ? Ce que je note aussi, c'est quand même Tim Merlier qui gagne 2 étapes d'affilée. C'est quand même phénoménal, quoi. Là, il y a un bonus plus, quoi. C'est une révélation du Tour. Tim Merlier, moi je ne le connaissais pas trop. C'est à suivre, ce garçon qui a gagné 2 étapes d'affilée. Celle qui est très jolie, c'est celle de Mathieu Van Der Poel qui gagne hier. Et ça s'est joué à 20 secondes parce que le peloton revenait très vite, très fort. Tout le monde roulait derrière et il ne voulait pas perdre cette épreuve. Donc ça rajoute un peu, c'est ce côté épique qui fait que le Tour de France est magnifique. Et après, on voit la supériorité, bien évidemment, de Tadej dans les difficultés.
Ce qui amène un petit retour. Alors, le classement arrêté général au 12 juillet au soir, sur ce classement général. Donc, c'est bien sûr Tadej Pogačar qui est en tête avec 32 heures déjà, 17 minutes et 04 secondes, qui est le premier, suivi de Jonas Vingegaard, le Danois, à 2 minutes 42. Et je voulais te laisser la suite pour que tu nous amènes jusqu'à nos deux petits Français qui sont quand même dans le top 10. Ben oui, on voit en troisième donc Isaac Del Toro qui est maillot blanc, hein. Meilleur jeune. Remco Evenepoel, c'est celui qui peut sortir son épingle du jeu. Ils sont qu'à 3 minutes. Hein. Et l'Espagnol Juan Ayuso, qui est aussi qu'à 3 minutes. Et notre favori, enfin mon favori. Je suis un petit peu chauvin. On est tous derrière. On va pousser derrière lui, bien sûr. Qui fait un tour formidable. J'espère qu'il récupérera bien aujourd'hui pour repartir de plus belle. Florian Leibowitz, qui fait une très très belle course. Tous ces garçons, avec Lenny Martinez, le fils à Miguel Martinez, qui est sur le tour aussi, qui est très fier de voir son fils figurer dans de telles positions. L'autre Français, le deuxième Français. Donc, exactement, au 8e, c'est formidable, quoi. Donc je pense que sur l'étape de montagne, Lenny et Paul, s'ils s'entendent bien, ils peuvent faire quelque chose de sympa tous les deux. Ils sont pas dans la même équipe, mais bon. C'est pas grave, ils restent français. C'est la solidarité nationale. Il faut que les coureurs puissent faire briller leurs couleurs, mais aussi le pays. C'est important. Alors, je t'ai noté aussi les performances des Français sur les quelques premiers, les 8 premiers Français au classement. On voit tout de suite les différences entre Lenny Martinez. Le prochain, il est à 10 minutes. C'est Jordan Jega. Oui, on voit qu'il y a un écart quand même entre les hommes les plus costauds. Les 10 premiers se tiennent en 5 minutes. Ensuite, il y a, entre les 10 et 20, on monte jusqu'à un quart d'heure. Et au-delà de la 20e place, on passe les demi-heures. Donc, il y a vraiment un écart entre les 10 premiers. Donc, je pense que c'est sur ces 10 coureurs qu'il va falloir, poser notre regard et voir à l'issue des semaines qui arrivent, des courses qui arrivent, voir les vainqueurs des prochaines étapes. Alors on arrive au moment où je vais te poser la question, bien évidemment, le favori pour Paris, objectivement, avec les éléments dont tu disposes. Alors aujourd'hui, je dirais Tadej Pogačar, bien évidemment, parce qu'il est plus costaud, parce qu'il a aussi... il a prouvé qu'il était plus costaud en gagnant 2 belles étapes et en montrant aussi la maîtrise qu'il avait par rapport aux autres coureurs. Et surtout qu'il a surtout une grosse équipe. Il a aussi Isaac Del Toro qui est 3e au général. Ils se tiennent donc, et tous les autres équipiers qui font énormément bien leur travail. Comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas mettre de côté le fait qu'il peut y avoir un problème, une défaillance physique, une défaillance matérielle, un fait de course. Donc faut rester vigilant jusque-là. Moi, je viserais plus sur des faits de course, c'est-à-dire des coureurs qui attaquent. Je verrais bien Paul attaquer, voilà, qui montre à tout le monde qui il est. Et, je pense qu'il en est capable et si il se le sent, il le fera. Vingegaard, il va s'accrocher comme un beau diable jusqu'à la fin. Il lâchera pas le morceau et peut-être qu'il fera quelque chose de sympa. Il peut surprendre. Voilà. Et le Joker, il y a aussi Remco Evenepoel. Je pense qu'il peut faire quelque chose de sympa. On va conclure avec ton coup de cœur, Stéphane, sur le plus beau moment, selon toi, depuis le départ de Barcelone. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué, déjà, que tu retiens sur ce Tour 2026 ? Alors, ce qui m'a le plus marqué, je vais être chauvin encore, c'est le fait que notre jeune coureur Paul Sexas soit tombé par 2 fois au début de l'épreuve. Il s'est vraiment abîmé, il s'est vraiment fait mal. Il a quand même réussi à réintégrer, à surpasser la douleur, à maîtriser tout ça pour pouvoir récupérer au mieux et garder le contact avec les meilleurs. Donc voilà, mon petit coup de cœur, ça sera Paul Sexas. Voilà. Merci beaucoup Stéphane d'avoir partagé avec nous ta passion et ton expertise
de cette 113e émission qui est encore loin d'avoir livré son verdict, mais une chose est sûre, le spectacle est déjà au rendez-vous avec les prochaines étapes promettent encore des grands moments de sport. Nous continuerons bien sûr à suivre cette grande boucle jusqu'à son arrivée à Paris avec de nombreuses étapes décisives, des cols mythiques et sans doute beaucoup d'émotions. C'était, si on parlait de sport, la première mi-temps avec notre émission consacrée à cette 113e émission du Tour de France en compagnie de Stéphane Rollo. Voilà, mi-temps, on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième mi-temps avec Agustin Yepes et Charlie Abtouche. Ne bougez pas, retour rapide au vestiaire, on reprend notre souffle. Et si on parlait de sport, mi-temps. Et chaque semaine, derrière les micros de Et si on parlait de sport, il y a des femmes et des hommes qui donnent de leur temps pour raconter le sport autrement. Le sport des champions, bien sûr, mais aussi celui des clubs, des bénévoles, des éducateurs et de tous les passionnés qui font vivre nos territoires. Aujourd'hui, cette aventure est portée par une association qui ne cesse de grandir. Si vous partagez cette passion du sport, des rencontres et des projets collectifs, alors pourquoi ne pas rejoindre l'équipe ? Devenez membre aussi de l'association Et si on parlait de sport et participez à votre manière à cette belle aventure humaine et sportive. Et si on parlait de sport, une passion qui se partage, une équipe qui se construit. Et si on parlait de sport, deuxième mi-temps. Et retour sur le plateau de Et si on parlait de sport, aujourd'hui nous allons découvrir une discipline spectaculaire qui connaît un développement fulgurant partout dans le monde, le street workout. Mélange de force, de maîtrise du corps, de gymnastique, d'équilibre et de créativité. Cette pratique transforme les espaces publics en véritables terrains d'expression sportive. Et pour nous accompagner, nous recevons deux passionnés qui œuvrent quotidiennement au développement de cette discipline à Toulouse, mais aussi bien au-delà. Nous avons le plaisir d'accueillir Agustin Yepes, qui est le président de l'association Toolbars et chef de projet de l'International Strength Night 2026, ainsi que Charlie Abtouche, qui est lui chargé de mission sur cet événement. Bonjour à tous les deux et merci d'être avec nous. Bonjour et merci. Alors, on est très content de vous recevoir, on est surpris aussi de votre discipline. Moi, je suis très curieux de savoir ce que vous allez nous raconter. Mais j'aimerais un petit peu, avant que vous fassiez connaissance, qu'on fasse connaissance avec vous, Agustin, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire perso ou professionnelle ? Qui est Agustin ? Oui, bien sûr. Déjà, bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir chez Et si on parlait de sport. Alors, qui est Agustin ? Donc, je me présente. Je suis argentin. Je suis né là-bas. Et puis, je suis parti quand j'étais tout petit en Espagne. Et ce n'est qu'il y a 15 ans que je suis arrivé en France. Ça fait 10 ans que je pratique le street workout, le sport qu'on va connaître mais juste après. Et concrètement, je suis passionné de la discipline. C'est pour ça que j'ai créé l'association il y a 3 ans et d'autres projets qu'on va vous raconter par la suite. Bon, t'es branché football aussi un petit peu en ce moment, non, j'imagine ? Alors, bizarrement, non. Je suis argentin, tout le monde me le demande. Bon, tout le monde chauffe avec l'Argentine, c'est... Ouais. Bon, et Charlie, raconte-nous un peu, qui est Charlie ? Alors moi, je bats Agustin sur mon temps de pratique. Je suis à 13 ans de pratique, j'ai 28 ans. Charlie Abtouche, je suis toulousain de cœur depuis 2016. Et puis j'ai toujours voulu un peu fédérer comme je le pouvais en tout cas dès ma jeunesse dans le petit village où j'étais autour de la discipline sportive qui est le street workout et la calisthénie. Et voilà, et puis maintenant on œuvre pour nos projets associatifs, sportifs. Alors moi j'ai tout de suite une question à tous les deux. D'abord je connaissais pas, donc je suis très novice dans ce sport. Mais comment vous avez découvert le street workout ? Je l'ai bien prononcé ? Très bien. Alors avec racontez-moi un peu, anglais. voilà, dites-moi tout, comment ça marche ? Comment vous avez découvert ce sport ? Alors moi j'ai découvert, j'étais dans ma chambre, c'était les débuts de YouTube et je regardais des vidéos de sport et mon grand frère il vient me voir et me dit « Charlie, il faut que je te montre une vidéo ». Et là il me montre un gars qui s'appelle Hannibal for King, peut-être Agustin reviendra après sur les origines de notre discipline, et c'était un gars sur des échafaudages qui était en train de faire des figures en même temps de la musculation, je comprenais pas trop. Il m'a dit faut qu'on s'y mette. Et du coup, on a trouvé les paniers de basket sur la place du village. On est allé s'entraîner, on a commencé à faire des tractions, des pompes, des abdos. Et puis comme ça, petit à petit, la discipline a évolué et donc du coup forcément notre pratique aussi. Mais c'est comme ça en tout cas que j'ai découvert pour ma part ce sport, le street workout. Agustin, et toi ? Alors c'est marrant parce que on doit remercier nos grands frères décidément. Moi c'est mon grand frère pareil qui m'a fait connaître le sport il y a une dizaine d'années.
lui, il habitait à Nantes et moi, j'étais un peu plus dans le sud de la France. Et il m'envoyait des vidéos. Il me disait, ah ben tiens, regarde ce qu'ils font. Et à l'époque, je savais même pas que c'était forcément une discipline. Je me disais, ah ben, ok, ils sont en train de jouer avec leur corps, ils font des figures. Et je faisais de l'escalade, pas mal d'escalade. J'ai fait un an de gymnastique. Et du coup, mon frère me disait, bon, ben, essaye de ces figures, voir ce que ça donne. Et du coup, ben, j'ai essayé, j'ai commencé à les avoir. Et au bout de 6 mois, 1 an peut-être, à mon arrivée sur Toulouse, ben, j'ai découvert que ça s'appelait street workout ou calisthénie, que ça avait un nom. Parce que là où j'étais, il n'y avait personne Alors, qui pratiquait. Justement, on en arrive à la question de cette discipline. D'où ça vient avec un nom pareil? Ça vient des États-Unis, j'imagine. Alors, la discipline, oui, elle vient principalement des États-Unis, d'il y a une vingtaine d'années, où dans des quartiers, des personnes ont commencé à s'entraîner à l'extérieur. Mais en fait, c'est marrant parce que c'était vraiment sur des parcs d'enfants, des bars où ils pouvaient trouver. Ils commençaient à faire des tractions, des dips et des figures un peu. Essayer de pousser les figures, de la faire de façon un peu plus créative. Et ça a commencé comme ça à l'extérieur et aussi en prison en même temps. Et donc Charlie, il disait Hannibal Forking, c'est quand même lui qui a démocratisé, disons, le début de cette discipline. Et en même temps, c'est apparu aussi dans les pays de l'Est où eux, ils pratiquaient bien différemment. Ça venait beaucoup plus du côté gymnastique où ils venaient, en fait, clairement, ils tournaient autour des bars, ils faisaient des pirouettes, des tours, etc. Et ça a donné un peu le mix de ces deux choses-là aujourd'hui qu'on connaît le street workout. Il y a combien de temps à peu près? Une vingtaine d'années. C'est assez récent comme discipline finalement. C'est très très récent, oui. Alors, on va rentrer dans le détail parce que j'ai compris qu'il y avait un mélange de plein de sports finalement dans cette discipline. Ça se fait dans la rue, street c'est dans la rue j'imagine. Il y a un mélange de préparation physique, de mouvement de force et de gymnastique. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu plus concrètement pour que les auditeurs comprennent ce que c'est que cette discipline? Charlie. Magnifique. Dans notre discipline, souvent on dit qu'on a des sous-catégories, en fait c'est une discipline qui en regroupe plusieurs. La première, ça va être la base, entre guillemets, c'est le set and rep. La base de la calisthénie, du street workout, c'est utiliser le poids de son corps pour se muscler. Donc c'est aussi simple que ça comme définition. Et c'est ce qui amène des mouvements comme les tractions, les dips, les pompes, toutes ces choses-là. Ensuite, on va avoir toute la partie qui est ce qu'on dit freestyle, qui va être un peu plus de tourner autour de l'agilité, qui se rapproche un peu plus de la gym, qui va être ce côté de très technique, beaucoup d'agilité, beaucoup d'explosivité. C'est ce qui font les 360 sur les barres, où on les voit tourner autour d'une barre, etc., etc. Et ensuite, on a 2 autres petites catégories. Le statique, qui va être beaucoup de force isométrique. Et là, on va avoir des planches, des front levers. On va avoir vraiment des figures de force qui sont très spécifiques, qui se travaillent de manière très spécifique aussi. Et puis, c'est souvent la partie la plus impressionnante. Et en tout cas, sur les réseaux sociaux, c'est celle qui, à l'heure actuelle, nous pousse aussi dans notre visibilité au niveau de la discipline. Et la dernière catégorie, c'est le street lifting, qui a apparu un peu plus tard aussi, mais c'est de venir faire un sport de force sur des mouvements de base qui sont poids du corps, c'est-à-dire squat, dips, traction et muscle up. Donc il faut en fait faire un mélange de tout ça, on secoue, gymnastique, tout ça, et ça donne le street work, pardon. Et du coup, toutes les personnes qui viennent pratiquer, alors on a beaucoup de personnes qui viennent se spécifier dans une sous-catégorie, qui font que du street lifting ou que des figures statiques ou du freestyle, mais globalement, la calisthénie, le street workout, ça vient englober. Je t'arrête tout de suite. Tu as dit un mot là, faut que tu nous expliques parce que là, le grand public ne comprend pas. Calisthénie? Oui. Explique-moi tout ça. Calisthénie, d'origine grecque, qui veut dire kalos sténos, la beauté de la force, mesdames et messieurs. Donc c'est magnifique. Et en fait, c'est ce même mouvement street workout, c'est le mot qui a été un peu démocratisé par justement la pratique dans les ghettos américains, etc. Calisthénie, c'est on va dire le terme le plus ancien qui représente notre discipline, qui est la musculation en utilisant le poids de son corps et qui amène justement toute cette possibilité et toutes ces figures artistiques. Et moi, j'aime bien le dire. Souvent, quand on démarre les spectacles de rue, je dis « Venez voir ce qu'est la calisthénie ». Vous allez voir des gens qui, en utilisant le poids de leur corps, se musclent et finissent par défier la gravité. Et c'est comme ça que j'aime bien l'imager.
Agustine va compléter. Et aussi une belle chose, déjà très belle définition Charlie, comme vous avez pu voir, c'est un sport très complet et justement dans ce côté complet, c'est que chacun peut s'y retrouver, c'est-à-dire que on n'a pas forcément besoin de faire toutes ces sous-disciplines à la fois pour être pratiquant de street workout, et on peut choisir l'only statique, les dynamiques, et peu importe en fait, c'est un peu, mais si on fait une comparaison avec la course, il y a des gens qui font des marathons, il y a des gens qui font des sprints. Et il y a un tas d'autres sous-disciplines de la course, j'imagine que je ne connais pas forcément, mais c'est un peu la même chose dans notre discipline, c'est que chacun la pratique à sa manière, et c'est ça qui est chouette. Vous réinventez l'antiquité grecque, en fait, avec nos athlètes grecs de la grande époque qui faisaient sûrement, comme tu le dis, ce type de discipline. Alors, qu'est-ce qui vous passionne tous les deux personnellement sur ce sport ? Et qu'est-ce qui me passionne pas sur ce sport, j'aurais dit parce que franchement, moi je suis... En fait, tous les projets qui sont liés au street, je les adore. Et pourquoi ? Parce que j'estime que ça m'a apporté beaucoup dans ma vie. Donc, le street workout est un sport, c'est vrai, mais c'est aussi, il y a un caractère social super fort, c'est-à-dire qu'on est une communauté. Et nous, ce qu'on aime bien dire au sein de l'association, c'est que le street workout est un sport individuel qui se pratique de façon collective. Et c'est là où il y a toute cette beauté, je trouve, où on apprend à connaître des gens, on se fait des amis, on s'entraîne tous ensemble avec des objectifs différents, certes, mais c'est vraiment chouette. Et moi, ça me tient vraiment à cœur. Et clairement, mes meilleurs amis, je les ai trouvés dans cette discipline. Il y a un côté liberté aussi. Oui. Charlie. Ce côté liberté, moi, c'est un des points que j'allais vraiment appuyer. Moi, dès le début, ce qui m'a vraiment attiré dans la discipline sportive, c'était la possibilité de créer, en fait, en me musclant, j'allais développer des capacités physiques et que j'allais pouvoir mettre à profit pour réaliser des figures esthétiques, mouvoir mon corps dans l'espace. Et cette possibilité-là de faire des combos, de venir m'amuser justement en me musclant aussi, c'était vraiment quelque chose qui m'a beaucoup parlé et que des gens développent. Et c'est pour ça qu'il y a tout un aspect très artistique aussi à notre discipline qui évolue de plus en plus et qui nous amène à faire des spectacles, des représentations aussi, parce qu'il y a un côté impressionnant certes, mais aussi une liberté de créativité qui est forte dans la discipline. C'est une discipline qui est donc très complète d'après ce que vous me dites. Est-ce que ce sport fait travailler tout le corps, pardon ? Surtout les jambes, j'aurais dit, mais Agustine va plus développer ça. Bien vu Charlie, merci. Alors, dans notre discipline, généralement, on pratique surtout avec le haut du corps pour la plupart des exercices. Et ça le muscle d'une façon très fonctionnelle. Et ça, c'est vraiment chouette parce que, notamment, vu qu'on utilise très peu de poids supplémentaires, on n'utilise que notre propre levier, notre propre corps. Et donc, c'est une façon vraiment saine de se muscler et très fonctionnelle pour la suite, pour le reste de la vie, disons. Et il est vrai qu'on utilise un peu moins les jambes, même s'il y a des gens qui, dans la calisthénie, utilisent et se spécialisent dans des squats qu'on appelle, ou des mouvements qui vont utiliser le bas du corps. Mais globalement, on utilise le haut quand même, généralement. Il y a un côté aussi, d'après ce que je comprends, où vous aimez bien montrer les choses. C'est un peu le cirque moderne, on va dire, quelque part, si on est dans cet esprit de faire des spectacles. C'est beau, j'aime bien le cirque moderne. Je pense que oui, on peut... En fait, le street workout étant un sport qui est né dans la rue, c'est un sport qui est peu codifié. Et ça en fait, à mes yeux, toute sa beauté aussi, parce que, comme on en parlait juste avant, ça donne beaucoup de liberté et ça amène cet aspect très créatif où on n'a pas de limite dans ce qu'on peut créer, du coup. Et on peut s'apparenter à... C'est un clin d'œil que je fais, mais moi je me rappelle, alors plus jeune, mais ces cirques un peu cirque Pinder ou autre, on allait voir le spectacle où il y avait tous ces athlètes qui faisaient tout un tas de mouvements, de choses un petit peu comme ça. C'était pas aussi stéréotypé que dans la gymnastique dite traditionnelle où il y a des règlements à suivre. Oui. Et quand l'image du cirque, c'est pas du tout péjoratif, c'était avec des grands yeux d'enfant que j'avais ça, où je voyais tous ces athlètes se mouvoir, toutes ces jeunes femmes faire tout un tas de figures qui m'ont fait penser spontanément à ce que tu dis, à ce travail du corps que ces athlètes faisaient en toute liberté. C'est le petit parallèle que j'imaginais dans ce terme cirque moderne.
Alors, on va vous demander quand même une chose, et je pense que pour attirer aussi on va dire des athlètes ou des jeunes qui voudraient essayer, la question quand même, est-ce que c'est géré par une fédération? Et là, je m'adresse un petit peu plus aussi aux organisateurs, parce que les parents, quelque part, ont besoin de savoir comment ça se passe. Mais c'est une très bonne question parce que c'est un sport, oui, qui vient de la rue, donc on peut se poser des questions et c'est totalement légitime. Alors, il se trouve que donc nous, on a une association qui s'appelle Tool Bars et depuis 3 mois maintenant, on est affilié à une fédération. Parce qu'il n'y a pas de fédération à proprement parler de la discipline, mais on s'est affilié du coup à la FFHM, donc Fédération Française d'Haltérophilie Musculation, qui donne quand même une légitimité, quoi. C'est-à-dire que le sport est officiel via cette affiliation. Oui, c'est important de savoir qu'il y a une structure derrière qui permet de reposer. Parce qu'on dit street, oui, c'est dans la rue, mais effectivement, on a besoin de savoir où on va. Et je pense que c'est important de savoir que c'est pas anarchique non plus. Il y a une liberté, mais il y a quand même, j'imagine, un certain nombre de règlements ou de règles à suivre quand même. Charlie? Absolument, absolument. Et du coup, le cadre de la fédération, on avait travaillé, moi j'avais pu auparavant dans ma vie travailler pendant 7 ans avec cette fédération-là, sur de la formation justement autour de la musculation au poids de corps. Ils s'y sont très, très fortement intéressés, surtout post-Covid, où il y a beaucoup de gens qui, pendant cette période-là, les salles étant fermées, ont voulu commencer à aller s'entraîner d'une façon différente, au poids du corps ou dans des parcs. Et du coup, à cette période-là, on a mis en place des formations autour de la muscu poids de corps. On a travaillé aussi avec toute la détention de France, avec dans le cadre des JO 2024, avec l'installation de parcs de calisthénie et de street workout en détention, et du coup la formation et des moniteurs, et aussi à apporter de la valeur aux détenus. Et donc du coup, toutes ces actions-là ont amené la cohérence de se dire, à l'heure actuelle en France, on aimerait faire évoluer la discipline, et donc du coup, pour ça, il faut créer aussi un minimum, comme tu le disais juste avant, de cadres, de règles, de règlements qui permettent la bonne pratique aussi de la discipline. Et puis surtout, la sécurité quand même des pratiquants. Alors, tu as parlé tout à l'heure, Agustine, de l'association Tool Bars. D'abord, une petite question curieuse du journaliste, c'est pourquoi Tool Bars? Alors, c'est une bonne question. Et malheureusement, je n'ai pas toute la réponse, mais parce que c'est assez intéressant en fait. Donc, quand je suis arrivé à Toulouse, il y a 10 ans maintenant, j'ai découvert cette... En fait, c'était pas une association, c'était un groupe qui s'appelait Tool Bars. Et depuis 2013-14, ils postaient des choses sur Facebook. Mais c'était juste un groupe qui s'appelle Tool Bars. Alors, j'imagine que Tool vient de Toulouse et Bars de bar. Et puis, c'était un peu à la mode de mettre des Z à la fin des noms à cette époque-là. À l'époque, il y avait plusieurs groupes de calisthénie qui s'appelaient les Master D Bars, les Mad Bars. Et en fait, vraiment, c'est venu de là. Un hybride entre Toulouse et justement ce code-là qu'on avait dans la discipline. Alors justement, maintenant cette association existe, qu'est-ce que vous faites? Comment ça marche? Comment on peut vous rejoindre? Raconte-nous un petit peu tout ça. Donc, l'association, on l'a créée officiellement il y a 6 ans pour, en fait, pour officialiser un peu la chose, quoi. C'est-à-dire qu'on était une grande équipe, on s'entraînait tous ensemble et on avait un nom, mais c'était pas officiel encore une fois. Donc on l'a créé et puis il y a 3 ans, on a commencé à véritablement la développer. Pourquoi? Parce que le but de cette association, on s'est rendu compte qu'on voulait officialiser la discipline, la démocratiser, faire en sorte qu'un maximum de gens aient accès au sport. Parce que c'est marrant d'un côté, oui, tout le monde peut le faire et c'est gratuit et c'est accessible parce que c'est à l'extérieur. Mais il y a pas mal de friction quand même à essayer, à se dire oula, est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Est-ce que je peux venir tout seul? Est-ce que si je veux commencer, comment faire? Et justement, via l'association, on a essayé de répondre un peu à toutes ces questions en proposant 2 entraînements hebdomadaires par semaine, où quand même, on a commencé au tout début avec une communauté très niche où c'était que nous qui... on se voyait au parc, on connaissait toutes les figures, vraiment les gros geeks. Et puis potentiellement, on a commencé à accueillir un public féminin, par exemple, où on a passé d'avoir 2 femmes dans l'association à 30%. Donc il y a une quarantaine, 45 femmes dans l'association. On a commencé à accueillir des publics qui n'avaient jamais fait de sport de leur vie et qui commençaient avec nous. Donc au final, j'ai envie de dire, le but de cette association, oui, c'est de permettre au plus grand nombre de commencer le sport, se rendre compte que c'est un sport pour tous, pour toutes, peu importe l'âge, le sexe ou le milieu. Et voilà.
Alors, Toulouse possède aussi des espaces dédiés parce qu'il faut s'entraîner quelque part quand même. Alors, dans la rue, c'est bien, mais on va rassurer, c'est pas n'importe où dans la rue, il y a des espaces dédiés. Est-ce que c'est un atout quand même, parce que Toulouse a mis des espaces à votre disposition? Oui, alors, il faut savoir que grâce à la mairie de Toulouse, Tool Bars existe parce qu'on s'est rencontrés autour des parcs, autour des bars de street workout. Et alors à Toulouse, on a la chance quand même d'avoir pas mal de parcs. Il doit y en avoir 15, 20 et qui sont utilisables et qui sont utilisés tous les jours par des pratiquants. Nous, on a commencé à Ampalo, donc c'était juste derrière la station de métro. Et pour la petite histoire, c'est justement grâce à la collaboration entre la mairie et l'association Tool Bars qu'on a agrandi Ampalo et du coup qui nous a servi de parc vraiment de référence, disons, pour développer le street workout il y a 3 ans. Donc oui, il y a beaucoup d'infrastructures et même si nous aussi, par la suite, on s'est spécialisé dans des salles à l'intérieur où là, on va proposer un suivi un accompagnement un peu plus spécifique. Tout le long de l'année, ça tourne tout le temps. Même l'été, vous faites dehors plus facilement que l'été? Alors du coup, Charlie. la majorité de nos entraînements et des entraînements qu'on propose avec l'association sont du coup sur la période classique scolaire, et sur les 2 mois de vacances, forcément les gens peuvent continuer de s'entraîner sur les structures. Nous, on fait en sorte de proposer aussi des moments où on se rassemble, on se réunit et on partage la discipline. On vient passer un moment chouette ensemble, soit autour des parcs, soit des fois même en prenant du matériel et puis on l'amène dans n'importe quel endroit et on peut commencer à pratiquer. En fait, il y a cet aspect aussi accessibilité facile à la discipline qui est bénéfique pour les pratiquants et puis même pour nous, continuer de garder un lien et cet esprit de communauté aussi forte même pendant l'été et pendant ce break-là. Alors justement, comment on peut vous joindre, cette association? Où est-ce qu'on vous trouve? Quel est le lien pour les personnes qui nous écoutent et qui se disent pourquoi j'irai pas aller voir? Comment ça se passe? Alors, on a plusieurs moyens pour être contactés. Pour tous ceux qui nous écoutent et qui ont un compte Instagram, vous pouvez nous trouver sur toolbars-TLB. Sinon, sur le site internet toolbars.fr. Et pour finir, là où on a toutes les informations sur les adhésions de l'année, c'est sur Helloasso. Donc sur Helloasso, vous pouvez chercher Tool Bars et vous aurez l'ensemble d'événements qu'on propose. Très bien, on va passer maintenant à la deuxième partie de cette mi-temps avec un événement que vous avez décidé de créer, International Strength Night 2026, qui va sûrement être l'un des plus grands rendez-vous européens cet été à Toulouse. Agustine, ce projet semble dépasser largement le cadre d'une simple compétition. Et comment est née cette idée ? Alors, oui, totalement. En fait, ça dépasse, et même de loin, les entraînements ou les compétitions régionales qu'on a pu créer. Donc, cette année, on s'attend à entre 1200 et 1400 personnes. Et c'est marrant que tu poses la question parce que c'est la 3e édition. Et le projet est né d'une simple idée. C'est qu'il y avait une équipe qui s'appelle les Neo Strength. Donc, qui sont l'équipe qui est l'équipe la plus influente de France en non-lit statique, donc l'une des sous-disciplines, qui chaque année faisait un rassemblement tous ensemble, on s'entraînait. Et nous, à côté, vu qu'on avait cette force logistique, on a des bénévoles qui créent des événements, on s'est dit, et si on alignait les forces et on créait quelque chose de vraiment chouette? Et on s'est dit, on va faire quelques battles, on va faire venir un maximum de monde et ça va être chouette. Et petit à petit, pas petit à petit, mais ça a vraiment escaladé. Et ça a fini maintenant où on est en train de devenir le plus grand événement européen en seulement 3 éditions. Alors concrètement, à quoi doit s'attendre le spectateur qui viendra à Toulouse le 1er et 2 août prochain? Quelques mots là-dessus, Charlie. Un show incroyable. En fait, ce qui est chouette, c'est que la réflexion autour de l'événement, elle a été de se dire, on veut pas juste proposer une compétition, parce qu'une compétition, ça vient attirer et c'est très intéressant, surtout pour les personnes qui connaissent tous les codes, qui connaissent bien la discipline. La volonté, ça a été de se dire, on veut que tout le monde puisse apprécier le moment, que ce soit un moment sportif qui soit aussi spectaculaire et que tout le monde puisse être acteur aussi de l'événement. Et c'est ce qui fait que, par exemple, quand les athlètes viennent s'affronter, c'est le public qui vient voter et choisir son athlète favori. On a tout un système qui fait participer. Et cette année, Grand Palais des Sports, on a essayé de mettre la barre vraiment haut et vraiment haute. Et vous allez voir, on prépare plein de surprises pour justement pas juste proposer
une compétition, mais proposer vraiment un show de haute qualité et la possibilité de participer, de rencontrer, de aussi s'entraîner et de venir créer aussi des connexions sociales autour de la discipline. Alors, un peu de détails sur le programme pour attirer un peu les gens. J'ai même vu que ça démarrait le 31 juillet avec le Fast-Off, alors je viens d'expliquer tout ça, à la salle du Sénéchal. Raconte-nous un peu le programme de ces 3 jours. Donc, bien sûr, oui, c'est le show, le main show, c'est donc le show principal, c'est le samedi soir, mais il y a bien d'autres choses dans le week-end. Donc, le face-off, c'est la première phase, c'est le vendredi soir. Et en fait, c'est là où on fait monter la tension, où on fait monter l'énergie du show. On ramène les athlètes et en fait, on va venir présenter un par un. Et surtout, on présente ce qu'on appelle les battles, c'est-à-dire la disposition des qui va affronter qui, parce que personne n'est au courant jusqu'à la veille. Donc c'est super intéressant. Et on fait venir l'ensemble de nos partenaires, on fait venir les premières personnes qui ont acheté leur ticket et on crée une ambiance très spéciale. Donc ça se passe vendredi à 18h. Il y aura une rediffusion aussi en ligne. Ça se passe à quel endroit, pardon ? Ça se passe à la salle Sénéchal. D'accord, c'est ça, au plein centre de Toulouse. Exactement, oui, c'est entre Jeanne d'Arc et Capitole. D'accord. Donc ça c'est pour le dimanche, le vendredi. Ouais. Et ensuite on passe au samedi qui est en 3 temps. Donc la première partie de 15h30 à 18h30, on a l'Arena Experience qu'on appelle. Donc c'est une partie où on a créé un village, en fait, un endroit où il y a des stands où on peut s'intéresser. On pourra avoir accès à beaucoup de produits, beaucoup de services liés au street workout. On pourra avoir des animations. Il y aura des gens qui, si vous êtes pratiquant, vous pourrez aussi pratiquer et venir s'essayer au sport avec nous. Des challenges, donc c'est vraiment un espace chouette avec un DJ, etc. Et ça va être la possibilité pour tout le monde d'être dans l'espace qui va être utilisé par la suite pour le show. Et ça, c'est très intéressant. Et ensuite, on proposera un temps d'1h30 à l'extérieur où on pourra manger, boire, se faire plaisir. Il y aura quelques animations. Et à partir de 20h samedi, tout le monde rentre dans le Grand Palais. On éteint les lumières, on met l'ambiance et le show démarre. Le show démarre de façon fantastique. On ne peut pas vous dévoiler beaucoup trop de détails, mais disons qu'entre 20h30 et Mais minuit... c'est bon, le teaser est bon, ça nous donne l'eau à la bouche là, pour venir vous voir. Il faut s'asseoir à l'heure. Moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est soyez à vos places à l'heure parce que quand ça démarre, ça démarre. Alors là, on est samedi, le show le soir, et il y a encore des choses le dimanche. Voilà, donc le dimanche, on se retrouve au lac de la Reinerie pour un rassemblement sportif. C'est-à-dire que là, ça va être place à... En fait, tout le monde va venir kiffer, quoi. On a des stands, on va pouvoir boire et manger, on va pouvoir s'entraîner tous ensemble. Et là, c'est 5 heures de pur entraînement. Comme j'ai dit au début, le sport est très social, très sociable, ce qui fait que en fait, on retrouve des gens de partout dans le monde. On n'en a pas précisé, mais il y a plus de 20 pays représentés dans cette édition-là. Donc oui, c'est un moment vraiment pour rencontrer les gens et se faire plaisir, quoi. C'est aussi un formidable événement pour la ville de Toulouse et pour faire rayonner Toulouse. Oui, je pense que à travers ça, on est en train de créer un berceau aussi dans notre discipline sur Toulouse, où les gens attendent ce rendez-vous impatiemment et qui fait venir du monde, comme il disait, 20 pays représentés. On fait venir des athlètes d'Asie, de l'Amérique latine, d'Espagne. On fait venir vraiment les meilleurs athlètes du monde. Et donc forcément, autant que ce soit sur l'aspect rayonnement local pour la vie sportive, mais aussi à l'international, ça fait la différence. Et puis, on a aussi tout le soutien de l'influence des influenceurs et créateurs de contenu de Toulouse. Donc ça, c'est un bon point aussi. On a des ambassadeurs comme Nico Gingembre, comme Angelo Rachou, comme Tristan Vincent, des personnes qui s'engagent aussi à nos côtés pour nous soutenir dans l'événement. Et donc ça va donner aussi une forte visibilité à tout ce qu'on va faire dans ces lieux qui sont emblématiques, que ce soit la salle Sénéchal, le Grand Palais des Sports ou encore le lac de la Reinerie de Toulouse. Alors, une dernière question quand même, c'est bien, mais on fait comment pour venir vous voir ? Comment ça se passe ? Il faut des tickets ? Comment ça marche ? Et oui, bien sûr. Donc, vous pouvez retrouver les tickets. On a un deuxième compte Instagram, donc ce n'est pas celui de l'association. C'est ISN-Calisthenics sur Instagram. Vous pouvez trouver la page. D'ailleurs, je vous invite à regarder les vidéos. Elles sont magnifiques. Et vous aurez un lien qui redirige vers la billetterie, tout simplement.
et vous aurez des options différentes en fonction de ce que vous voulez voir dans le show, et sachant qu'on a aussi des places à tarif réduit pour les jeunes. Alors, comment vous voyez, suite à un événement comme ça, comment vous voyez, vous, l'avenir de cette discipline du street workout, bien sûr à tous, mais peut-être plus loin en France? Mais j'ai l'impression quand même, avec les dernières années, qu'il y a de plus en plus de monde qui connaît la discipline, il y a de plus en plus de monde qui veut se lancer dans la discipline. Donc j'ai envie de dire, si on arrive à suffisamment bien faire et mettre en place les infrastructures qu'il faut, créer des salles, avoir des cours, avoir des coachs qui peuvent enseigner cette discipline, ben, je pense qu'il y aura une explosion de la discipline dans les années qui arrivent, parce que en fait l'accès est total, j'ai envie de dire, tout le monde peut le pratiquer avec son corps, et c'est un sport qui fait partie de l'ère du temps, dans le sens où il y a beaucoup d'isolement, et on essaie de lutter contre l'isolement, lutter contre le fait que les personnes ne pratiquent plus de sport, et c'est quand même une très très bonne réponse qui vient en fait, ça vient apporter une réponse à l'ensemble de problèmes ou d'enjeux sociétaux. Alors la question qui suit, elle va dans le sens, c'est qu'est-ce que vous diriez l'un comme l'autre à quelqu'un qui aimerait commencer, mais qui n'ose peut-être pas faire le premier pas? Quel est le message? Comment vous pourriez lui donner la pêche pour se dire j'y vais? Moi, le message que j'aurais aimé avoir en plus, mais au final que j'ai eu par mon grand frère, c'est juste viens, on essaye et on verra bien. Et au final, le fait de faire juste le premier pas, on a des super structures, on a des superbes assos, et juste d'envoyer un petit message, et même peu importe où vous êtes en France ou pas, et si vous nous écoutez, vous avez juste à nous envoyer un petit message, nous dire j'ai envie d'essayer, je sais pas par où commencer, je sais pas où m'entraîner. Même si vous n'êtes pas en France, vous allez voir qu'on va trouver des gens avec qui vous pourrez aller vous entraîner, et dès qu'on a ces premières connexions, naturellement on a envie d'y retourner, et je trouve que dans le sport, cette valeur-là de ne pas s'entraîner forcément seul, avec en plus un sport qui est un peu sous forme de gamification, on va essayer des choses et puis on débloque, et du coup ça booste aussi notre confiance et notre estime personnelle, et du coup ça nous donne envie d'y aller encore plus. Je trouve que ça peut apporter que du bénéfice, autant que ce soit sur l'aspect santé, que ce soit sur l'aspect aussi mental. Augustine? Et je viens rajouter des points aussi, mais c'est vrai que, comme Charlie disait, il faut se lancer, il faut commencer par une petite chose. Il ne faut pas se dire tout de suite, allez, je vais débloquer la full planche, la figure la plus difficile en 2 mois. Voilà, il faut tester, voir si ça convient ou pas. Et chacun peut trouver son compte. Il y a vraiment des figures très différentes et un éventail très large de propositions et d'options à avoir. Et puis, je rappelle, mais en fait, on a tous commencé quelque part et on a tous été débutants jour numéro 1. Donc, moi, quand je vois quelqu'un qui débute, je n'ai qu'une seule envie, c'est de l'accueillir et le remercier et lui dire allez, c'est parti, on commence. Et en fait, il y a très peu de préjugés chez les sportifs de street workout. Ils sont tous très accueillants et veulent le bien d'autres athlètes et de gens qui se lancent. Donc, c'est très très bienveillant. Et comme je l'ai dit, il y a beaucoup de... En fait, notre public, il est très hétérogène et il y a de tout âge. Au sein de l'association, on a des personnes entre 14 et 57 ans. On a 40% de public féminin. Donc vraiment, il faut surtout pas se dire le street workout, c'est pas pour moi, parce que le street workout, c'est pour tout le monde. On sent la passion, tous les deux, qui vous anime. En tout cas, on va vous souhaiter une bonne continuation. Merci à tous les deux. On retiendra aujourd'hui que le street workout est bien plus qu'une démonstration de force. C'est une discipline complète, accessible, exigeante et profondément humaine, où chacun progresse à son rythme dans un esprit d'entraide et de partage. Grâce à l'engagement de l'association Toolbards et à des projets ambitieux comme International Street Night 2026, Toulouse s'affirme comme l'une des places fortes du développement du street workout en France. Nous vous souhaitons pleine réussite pour tous vos futurs projets. Nous suivrons avec beaucoup d'intérêt cette grande aventure. Merci d'avoir été avec nous dans Et si on parlait de sport. À très bientôt sur notre antenne pour une nouvelle rencontre avec celles et ceux qui font vivre le sport sous toutes ses formes. C'est la fin de cette deuxième mi-temps avec Augustine Yepes, président de l'association Toolbards et chef de projet de l'International Strength Night 2026, ainsi que Charlie Abtouche, qui lui est chargé de mission. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission consacrée à l'actualité sportive. C'est la fin du match et de cette 161e émission de Et si on parlait de sport. Merci messieurs. Merci à toi. Merci beaucoup. Et si on parlait de sport? Fin du match.
Et c'est la fin du match de cette 161e émission de Et si on parlait de sport. Un grand merci à tous nos invités, Stéphane Rollo, Augustin Yepes et Charlie Abtouche. Merci pour vos voix, vos parcours, vos témoignages et vos passions. Merci à nos partenaires LG Consultants, Samper Connect, l'agence Bellombra avec Bruno Hamet. Merci à vous également, auditeurs et auditrices, de nous avoir suivis. Continuez à liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous à notre chaîne YouTube. C'est vous, notre moteur. Cette émission est à retrouver en podcast sur les plateformes habituelles ainsi que sur le site Et si on parlait de sport. Très belle semaine à tous et à très bientôt pour une nouvelle émission de Et si on parlait de sport consacrée à celles et ceux qui font vivre le sport au quotidien. À très vite et d'ici là, continuez à vivre le sport autrement.